Reichfreise. Embrasser les résistances. C'est peut-être l'idée que là où il y a des résistances dans la conversation, c'est là où il y aura le plus de possibilités d'avoir des prises de conscience, de faire avancer nos clients. Donc, se réjouir de les mettre à jour, se réjouir quand elles apparaissent, comme une preuve qu'on est au bon endroit. Ouais, peut-être. Bon, embrasser, pour moi, il y a quelque chose d'affectueux. Il y a aussi un geste qui n'est pas celui d'un baiser, mais qui est celui de bras qui s'ouvrent, qui entoure d'une façon affectueuse. Embrasser, c'est voir dans toute l'étendue des résistances et pouvoir les regarder avec bienveillance. Peut-être aussi les contenir d'une certaine manière, parce que dans ce geste d'embrasser, il y a peut-être contenir, mais pas dans une contention coercitive. Pouvoir se dire qu'elles sont là, les poser comme un objet de travail, puis avancer avec ça. Le premier réflexe face aux résistances, c'est souvent de les combattre, les surmonter ou les éviter, alors que tout ça fait perdre du temps et de l'énergie, et plus on les embrasse, et plus elles se dissolvent. Oui, il faut les embrasser, ces résistances. Parce qu'il faut d'abord les remercier. C'est ce qui protège, qui peut être très utile, tant qu'elles ne deviennent pas trop limitantes. D'abord et avant tout, les remercier. Les résistances sont là pour nous guider, elles ne sont pas là par hasard, et donc comment on les écoute et comment on en fait des alliés. Sabine & Co, laissez-vous surprendre par les mots, les idées et les expériences partagées. Sabine Reichfreise, bonjour. Bonjour David, ravi de te revoir. Mais moi aussi, pour ce nouvel épisode intitulé « Embrasser les résistances ». Qu'est-ce que tu as ressenti à l'écoute des témoignages des personnes dans ce micro-trottoir qui ont essayé de partager ce qu'elles vivaient en écoutant ce thème ? Oui. En fait, je me rends compte au fur et à mesure que les thèmes en soi sont pas si faciles d'accès. Donc, c'est intéressant de regarder sur quoi je m'ouvre en écoutant un thème comme embrasser les résistances. Je me suis dit à un moment, il y a des gens qui résistent au thème de la résistance. Je trouvais ça très intéressant. Et quelle forme de résistance nous avons avec des thèmes qui nous sont proposés. Et en même temps, je trouve que c'est toujours très difficile d'articuler une pensée, une expérience ou une idée autour de quelques mots que nous découvrons très spontanément. Parce que rien n'a été préparé, donc c'est vraiment un résultat très spontané, très, très immédiat. Et je me suis posé la question, si quelqu'un me dit qu'est-ce qui te vient quand je te dis embrasser les résistances, je crois que j'aurais fait un minimum de résistance moi-même avant de répondre. Donc je trouve que ça se joue dans ce micro-trottoir. Il y a des mini-résistances qui au fur et à mesure se transforment et j'aime autant que quelqu'un dit écoute, ça me dit rien. Donc je passe et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais. Je trouve ça intéressant. Alors le sous-titre de l'épisode que je t'ai proposé est le suivant, faire des obstacles des alliés dans le processus d'accompagnement. Et l'idée, c'est d'explorer les résistances comme des points d'appui et non pas des freins dans l'accompagnement. Alors, il se trouve que t'as pas encore, je dis bien encore parce que ça peut venir, écrit de chapitre dans ton livre sur le thème d'embrasser les résistances, mais j'ai quand même trouvé quelques citations en lien avec la résistance dans d'autres chapitres que celui qui n'existe pas, évidemment. Dans le chapitre des théories aux Sabineries, j'ai trouvé la citation suivante. « Résister, c'est parfois refuser d'entrer dans le jeu, c'est parfois affirmer une dignité dans le silence. » Je me retrouve comme les personnes du micro-trottoir, c'est-à-dire j'entends une phrase que j'avais pas en tête. Par contre, cette phrase me rappelle l'idée générale sur les résistances et pourquoi j'ai souhaité écrire un chapitre sur le sujet. Premièrement, parce que j'entends souvent le mot résistance dans le vocabulaire des dirigeants que j'accompagne, dans le vocabulaire des coachs également. Et je me suis dit, est-ce que le mot ou la conception du mot et du concept résistance que nous avons, est-ce que ça c'est pas en fait un frein en soi et est-ce qu'on pourrait pas le transformer? D'où l'idée de voir la résistance non pas comme un ennemi, un obstacle, mais plutôt comme une alliée, plutôt comme une amie, parce que il se peut que la résistance nous donne des signaux faibles ou des indices, des idées précieuses, pas encore bien formulées. Ça peut être juste de résister parce que quelque chose est trop tôt ou trop tard ou pas exactement comme nous voulons. Il y a des bonnes résistances. Par exemple, nous sommes tous contents de la résistance de l'air pour que l'avion puisse voler. Donc c'est l'avantage de la résistance et je trouve que nous avons développé une culture qui voit la résistance plutôt comme un problème, un obstacle et pas du tout comme
une alliée, une invitation. Et c'est rare que les coachs viennent en supervision me dire « Super, mon client résiste. Génial, il est bloqué dans les résistances. » C'est toujours, c'est laborieux, il résiste. C'est compliqué un peu parce qu'il résiste. Donc, et les dirigeants disent la même chose. Ils ont une idée de comment doit se dérouler un plan stratégique ou de transformation ou budgétaire. Il y a des gens qui font pas exactement ce qui est imaginé et donc nous appelons ça la résistance. Peut-être c'est juste une énergie normale que nous avons et nous avons plutôt intérêt à l'accueillir, l'embrasser et créer avec. Dans le chapitre intitulé « Laissez les échecs jouer avec vous », qui va d'ailleurs faire l'objet d'un épisode dans quelques mois, il y a la phrase suivante. « La résistance à l'échec, c'est vouloir contrôler l'incontrôlable. Accueillir l'échec, c'est laisser la vie reprendre sa place. » On pourrait effectivement discuter sur la notion de l'échec. C'est pareil, à mon avis, à réinventer comme la résistance. Et il y a quelque chose dans l'échec qui est très intéressant à regarder. Je regarde actuellement Roland-Garros et donc il y a des gens qui perdent les matchs, il y a des gens qui gagnent les matchs. C'est assez intéressant de voir les gens qui quittent la cour en ayant perdu avec une grande dignité. C'est-à-dire l'échec fait partie de leur monde. Ils sont contents quelque part d'avoir joué le match et donnent une sorte de dignité à l'échec. C'est-à-dire ils regardent le public, ils remercient le public, ils ont le sourire et ils savent qu'à l'intérieur d'eux, que l'échec en fait partie et qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose. Ils ne résistent pas à l'échec. En fait, il fait partie de leur monde. Ils ne résistent pas à l'échec et donc ils ne résistent pas à un flot de vie qui va nous proposer de temps en temps des échecs, des succès, des résistances, des mouvements, des accélérateurs. Ils intègrent ça dans la dynamique d'un joueur de haut niveau. Et nous, parfois, nous voulons éviter l'échec, nous méprisons l'échec, nous trouvons nous-mêmes en échec quand quelque chose n'a pas fonctionné comme nous souhaitons. Or, c'est aussi la vie peut-être qui résiste à notre manière de fonctionner, à notre volonté. C'est intéressant de se dire, est-ce que c'est moi qui résiste à quelque chose ou si ce n'est pas parfois la vie qui résiste à nos ambitions, qui existe à nos volontés de transformation. Et c'est pour ça, j'aimais bien cette idée entre une forme de respect de l'échec comme une résistance de la vie qui peut nous enseigner quelque chose. Et il y a une notion aussi de lâcher prise dans cette phrase. Oui, il y a à un moment ou un autre, nous ne pouvons pas imposer nos opinions à des mouvements, à des énergies de vie, à des projets de transformation. Si c'était si facile que ça d'imposer nos opinions, notre méthode, notre manière de fonctionner, peut-être il y aura plus de coach. Mais c'est plus complexe que ça et la résistance est une balle dans le jeu relationnel. Qui résiste à quoi? À qui j'envoie la balle de la résistance? Comment je l'accueille? Comment je le transforme? Comment je le renvoie? C'est à regarder plus par un jeu, par une légèreté et pas comme la gravité d'un grand obstacle et que les gens résistent. Je trouve que c'est souvent un jugement qui est fait sur les personnes en disant c'est eux qui résistent. Il faut qu'on s'en occupe pour qu'ils résistent pas. Peut-être, mais peut-être on a intérêt à leur poser la question au plus profond. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec leur résistance? Qu'est-ce qu'ils veulent dire positivement en résistant? Actuellement, dans l'actualité aux États-Unis, où on touche au droit ou à la liberté des universités, notamment de Harvard, je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnes qui résistent. Et là, nous sommes tous d'accord que c'est une bonne résistance. Donc, il y a bien des bonnes résistances que nous souhaitons, probablement parce que nous sommes en accord avec ce qui est exprimé. Quand c'est quelque chose que nous n'aimons pas, la résistance est facile, plus facile parce que nous résistons la plupart du temps contre quelque chose qu'on veut pas. On résiste rarement contre quelque chose qu'on souhaite. C'est rare. Dans notre jargon de coach, ça s'appelle du sabotage ou ça s'appelle du boycottage de soi-même. Mais c'est rare que nous résistons à nous-mêmes. C'est pas le plus courant. C'est pas le plus courant. Non. Et la dernière citation que j'ai trouvée, c'est dans le chapitre « Traverser la voie du milieu », qui fera aussi l'objet d'un épisode dans quelques mois. Et la phrase est la suivante. « La résistance vient de l'attachement, mais la traversée, ce n'est pas lutter, c'est s'autoriser à rencontrer ce qui fait peur sans vouloir le détruire. » Oui, c'est la même idée de lâcher prise. C'est la même idée de... Il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes libres de les vivre de différentes manières.
nous pouvons choisir de les regarder comme une résistance, comme un échec, comme un attachement. C'est vrai que nous sommes tous imprégnés par une forme d'attachement, selon la théorie d'attachement, même relationnellement parlant. C'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que parfois je résiste au fait de me détacher? Est-ce que je résiste au fait de lâcher prise? Nous pouvons voir toute une vie autour des pôles résistance et lâcher prise. Un coaching peut être résumé entre un voyage, entre à quel moment quelque chose lâche et émerge et à quel moment un client ou le coach résiste à quelque chose qui arrive. Donc cette dynamique de polarité qui va venir dans le chapitre Traverser le milieu est à traverser. Ce qui est le plus important, c'est pas rester bloqué sur une des polarités. Si nous sommes bloqués sur la résistance, nous devenons ni une opportunité, ni une énergie qui inspire, ni quelque chose qui aide nos clients. Donc les résistances, par contre, on peut les voir pour être des indicateurs qui nous indiquent le chemin à découvrir, à suivre. Parce que moi, je crois que les résistances font partie de la vie, même de l'univers et de l'énergie. Des résistances où je suis contente quand je les vois. Il y a des résistances où je dois discuter un peu avec moi-même. Mon fils qui me déclare après avoir fait son master qu'il refuse pour toujours de retourner à l'université. Il résiste à l'éducation par l'université, ce qui génère en moi une résistance contre cette pensée-là. Donc on peut faire des enchaînements de résistance, mais qui sont pas du tout créatifs et intéressants. Mais je le vois en moi. Quand il me dit quelque chose comme ça, j'en sens que je résiste contre sa volonté qui est, moi les études c'est fini. On peut avoir une discussion autour de « ouais, mais tu devras quand même être plus ouvert ». Et il va me répondre « mais toi, t'as qu'à accepter comme je suis ». Donc c'est une discussion un peu close et nous avons tous les deux intérêt à travailler un tout petit peu l'ouverture et le lâcher prise. Alors justement, est-ce que ça serait possible de commencer par une définition de ce que tu considères être une résistance dans le cadre de l'accompagnement? Parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que ça n'était pas un frein. Qu'est-ce que c'est si ça n'est pas un frein? Parce que c'est vrai qu'il arrive que la confusion se fasse entre les deux termes. Oui. À la base, je trouve que c'est toujours intéressant de revenir sur une idée physique. Comme je disais tout à l'heure, l'air résiste contre l'énergie ou le vent ou le flux pour que l'avion puisse voler. Donc, à la base, physiquement, la résistance fait partie même de la nature d'un corps physique. Donc, c'est ni négatif ni positif. C'est que ça fait partie intégrante de l'explication ce que c'est un corps physique. Après, je me suis posé la question, ce que j'ai observé comme résistance en accompagnant mes clients ou les coachs que je supervise. Alors, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il y a au moins 3 catégories. On pourrait dire qu'il y a une sorte de résistance ouverte qui est exprimée. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas aller dans ce sens-là, je refuse de me mettre avec vous à la même table. Au moins, c'est clair, c'est net. On n'est pas dans l'ambiguïté. Donc ça, j'appelle ça les résistances ouvertes. Et presque, je les adore quand ils arrivent avec un client ou avec une équipe parce que on a quelque chose de concret, c'est exprimé et nous pouvons le transformer ou en tout cas investiguer. Il y a ce que j'appelle des résistances silencieuses. Nous le connaissons tous autant que personne qui accompagne, c'est ceux qui sont passifs, qui ont de temps en temps un petit regard ou un petit comportement non verbal qui nous dit « oui, si vous voulez ». Oui, si vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire, ok, on va y aller. Ça, c'est des choses non dites. Ça résiste à un élan de proposition, tout en faisant semblant de participer, mais on est dans le monde des non-dits, et donc c'est beaucoup plus compliqué ou à chercher plus de finesse pour faire sortir ce qui bloque. Et puis, il y a un 3e élément pour moi, c'est ce que j'appelle les résistances floues, qui sont exprimées souvent paradoxe. Je suis d'accord, mais pas complètement. Je veux bien y aller, mais pas aujourd'hui. J'ai pas compris ce que vous voulez dire, mais quelque part ça, je suis d'accord pour le faire. Et en fait, on rentre dans le monde de flou. Tout se dilate, tout s'en va, se disperse, et on n'a plus de prise. Ça, c'est pour moi le plus compliqué à travailler, gérer, accueillir avec des clients et des équipes, parce que tout s'échappe. Quand c'est exprimé, c'est pas évident, mais c'est clair. Quand c'est silencieux, on peut dire, ok, je vais l'exprimer et on peut continuer. Mais presque ceux qui sont dans le flou, ils résistent même à l'invitation de croire qu'ils sont en résistance. Donc, on navigue. Donc, moi, je trouve qu'il y a 3 catégories de résistance intéressantes à observer.
tous les trois nous donnent des indications sur la culture d'entreprise, sur la culture ou la dynamique d'une équipe et nous permettent de faire en fait notre travail. Donc pour moi, c'est à inviter, à regarder. Et la question, c'est souvent, est-ce qu'on souhaite transformer les résistances ou est-ce que c'est pas intéressant de laisser quelques résistances exister d'un point de vue systémique? C'est comme on met des pierres dans un fleuve et donc le fleuve se réarrange autour des pierres et ça fait partie du spectacle du mouvement. Parfois, ça peut être intéressant de laisser une résistance exister, de pas s'en occuper, de l'aimer telle qu'elle est, d'apprécier les gens qui l'expriment, honorer leur courage d'exprimer leur résistance et de dire, pour l'instant, c'est très bien, on va la garder, puis on verra ce qui va se faire. La plupart du temps, moi j'ai observé quand on donne ce que j'appelle de l'amour à une résistance, du respect, une appréciation, et on dit, pour l'instant on la laisse là, on va voir si on revient ou pas. La plupart du temps, elle s'efface elle-même. C'est-à-dire les personnes ont été appréciées et reconnues dans ce qu'ils ont voulu dire. Et une fois que cet élan est fait, la plupart du temps, la résistance perd son intérêt pour les personnes qui veulent se manifester. Pourquoi ça semble essentiel de ne pas combattre la résistance, mais plutôt de l'accueillir, voire de la traverser? Alors, il y a bien des phrases qui disent « à quoi tu résistes, ça persiste ». À quoi tu opposes une force égale, ça va jamais donner une force supplémentaire et de transformation. Moi, je pense que c'est une perte d'énergie, c'est inutile, et j'ai jamais vu une grande bataille de résistance, en tout cas en équipe ou en culture, donner quelque chose, si ce n'est que la fatigue de toutes les personnes. Parce que comme je disais avec Jonathan, on peut être dans un cercle de résistance à la résistance qui fonctionne pas. D'ailleurs, ça c'est un de mes, grandes approches quand j'accompagne notamment, quand j'ai accompagné les organisations. J'ai toujours observé que dans un projet de transformation, les dirigeants ou les personnes en charge considèrent ceux qui sont en faveur de la transformation comme étant acquises, bien motivés, faisant ce qu'ils veulent, et ensuite ignorer pour s'occuper de 80% des gens qui résistent ou qui veulent pas y aller. Donc en fait, l'énergie des dirigeants est sur les 80% des personnes qui résistent et qui ne veulent pas y aller, plutôt d'encourager les 20%, 7%, 9%, peu importe le chiffre qu'on prend, de ceux qui sont motivés. Parce que moi, je crois, à force de travailler avec ceux qui veulent donner la nouvelle idée, le nouvel état désiré, les autres vont suivre. Parce que la résistance demande de l'énergie. Et il y a parfois ceux qui sont fatigués, donc ils vont suivre. Chaque dirigeant est invité à se poser la question sur quoi il va focaliser son énergie. Moi, je pense qu'il ne doit pas être focalisé sur toutes les personnes qui résistent parce qu'il va se fatiguer. Donc, une résistance est plus facile à emmener, à traverser, à considérer, mais pas attirer toute l'énergie, toute la volonté pour la transformer parce que je pense que ça va fatiguer un système. Est-ce que tu fais la différence entre une résistance défensive et une résistance constructive? Je l'ai jamais vu comme ça. Ok. Mais c'est une catégorie qui peut aider à avoir un discours clarifiant autour des résistances. Quelqu'un qui se défend ou une résistance défensive, encore une fois, il a bien des raisons pour se défendre. Ça peut être des raisons émotionnelles, ça peut être des raisons de temps, ça peut être des raisons de stress. Défensive veut juste dire quelque chose en moins se défend contre un élan qui m'est a priori imposé ou proposé. Constructive, ça va plus dans l'idée globale que la résistance est positive, un sujet intéressant, et donc je résiste mais avec le souhait d'en faire quelque chose. Donc c'est beaucoup plus facile à toucher, plus facile à travailler, plus facile à contacter. D'ailleurs, quand c'est une résistance constructive dans ce sens-là, rares sont les dirigeants qui disent ça résiste. Ça dit plutôt ils ont une opinion, je suis challengé, ou il y a un sparring partner, ou c'est un peu dur mais on veut y aller. Donc c'est rarement mentionné comme une résistance constructive. C'est plutôt l'idée générale, c'est que la résistance est négative, c'est que ça bloque ce que je veux faire, sauf peut-être dans les résistances des groupes qui résistent contre des hommes politiques ou des mouvements politiques. On dit des syndicats parfois, ça résiste contre les lois.
Oui, ça résiste et en même temps, ils nous rendent plus conscients. Hein, s'ils n'étaient pas là pour nous le dire, peut-être on se poserait pas la question. La question est, la résistance réveille la plupart du temps aussi la conscience des gens. Parce qu'on peut se raconter une histoire que tout va bien. Peut-être quelques résistants et quelques résistants sont nécessaires pour sortir d'une forme de zone de confort, de pensée, en se disant oui, mais bon, ça roule globalement. Quand tu es face à un client qui résiste, est-ce qu'il y a des étapes clés pour l'accompagner progressivement à embrasser ses propres résistances? Alors l'étape clé, c'est pour moi, et je le fais et je le vis, c'est se réjouir de la résistance visible. Trouver une capacité de se réjouir de la résistance de nos clients ou de la personne ou d'un employé, c'est totalement contre-intuitif. Parce que tout en nous dit ça bloque le chemin que j'ai imaginé, ça bloque la route et c'est totalement contre-intuitif. Mais c'est vrai, quand je vois une véritable résistance arriver chez mon client, la première chose c'est je souris, parfois j'éclate de rire et troisièmement souvent je dis waouh, ça c'est une belle résistance. Je pense que nous devrons vraiment bien la regarder parce qu'elle est quand même très précieuse. Rien que ça a fait que ça baisse en tension de l'autre côté. Deuxième étape, c'est qu'est-ce qui se cache dans la résistance qui veut s'exprimer, qui veut vous donner une opportunité, quelque chose à voir que vous voyez pas encore. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie que j'appelle investiguer, explorer la richesse de la résistance. La troisième étape, c'est reconfigurer ce qui a été dit et ce qui a été exploré comme étant c'est ça la nouvelle possibilité qui s'est cachée derrière la résistance. Donc la troisième étape, c'est en fait voir la possibilité qui se cache derrière la résistance et voir si c'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant à faire, à regarder, à poursuivre. Et en fait, la résistance s'est transformée. Comme on dit dans nos mots, moi je dis souvent, elle s'efface. Elle s'efface dans le regard et l'envie de l'explorer, pas pour la traiter, pas pour la transformer, pas pour battre contre, regardant cette belle résistance ensemble. Et plus je le fais auprès de mes clients, plus ils me suivent. Parce que c'est une invitation plutôt de joie que de chercher des solutions de la transformation de la résistance. En fait, fondamentalement, la résistance veut même pas être transformée. Elle veut juste exister. Elle veut faire son job, c'est-à-dire nous indiquer quelque chose d'important. Une fois ça c'est entendu, la résistance devient autre chose. Donc je pense que même l'idée de transformer la résistance, c'est quelque chose qu'on fait dans notre métier. Parce que nous l'apprenons comme ça. Maintenant, dans la vraie vie, nous transformons pas toutes les résistances que nous rencontrons sur notre chemin. On les regarde et parfois elles passent. Est-ce que tu peux partager une situation dans laquelle une résistance initiale est devenue un levier pour une transformation profonde, que ce soit en individuel ou en collectif? Je pense que tous mes accompagnements ont à un moment où une résistance apparaît. Et je pense que ça fait partie même intégrale de notre métier, comme d'ailleurs pour le dirigeant. Donc si je prends un exemple d'un dirigeant qui avait imaginé de prendre une plus grande responsabilité, il a été pré-identifié, même proposé un coaching pour être dans la bonne posture d'eux. Et puis finalement, ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons, de restructuration, de rechangement, comme ça arrive dans les entreprises. Et dans un premier temps, il a totalement résisté contre cette réalité en disant « mais c'est un scandale, il faut absolument que je parle aux gens, on me l'a promis, j'ai investi, j'avais les talents ». En fait, c'est vraiment sérieusement résister contre un fait qui s'est vu, qui s'est exprimé de son entourage et par le système. Donc, plus longtemps il résiste contre la réalité qui ne sera pas nommée, plus il perdait son énergie, plus il développait des ressentiments, plus il se dévalorisait, plus il disait finalement on m'a menti, d'ailleurs dans toute ma vie on me ment. En fait, ça a été une sorte de chute rapide, j'appelle ça des glissades dans les anciens schémas ou croyances qui étaient vraiment impressionnants. Donc, à un moment, c'est vrai, moi je voyais la résistance, je pouvais pas sourire parce que il y avait quand même vraiment de la lutte et même de la souffrance du côté du dirigeant. Mais n'empêche qu'à un moment, il me dit, mais pourquoi vous dites rien? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et c'est vrai, j'ai fait un grand sourire, mais je trouve c'est fascinant. C'est fascinant ce que vous traversez, mais on est quand même bien d'accord que là, vous pouvez rien faire.
Donc, qu'est-ce que ça dit de vous, cette volonté d'y arriver? Quelle belle ambition que vous avez. Je sais que j'ai proposé à ces dirigeants, moi je vous propose, on fait 1 minute de silence. 1 minute de silence pour savourer votre rage, votre résistance, votre injustice, tout ce que vous voulez. Mais on va faire une petite minute de silence. On m'a dit, non, vous exagérez quand même. Je dis, non. Ouais, on va prendre ça au sérieux, 1 minute. Et c'est vrai que 1 minute calme, mais l'idée de donner de l'espace à cette résistance, d'accepter ce qui ne pourrait plus être changé, ça fait que après il a récupéré toute son ambition, son énergie, sa volonté. Il a repostulé pour un autre poste dans cette entreprise et en même temps on l'a chassé de l'extérieur. Donc il avait le choix. Pour moi, c'est un exemple et probablement chaque coach, chaque dirigeant a des exemples comme ça. Ça paraît facile à entendre. C'est moins facile à être en face d'un client dont on voit sa résistance de pas vouloir accepter une réalité. Donc la résistance contre la réalité, elle est difficile parce que ça nous heurte profondément. Donc ça, c'est un exemple. Mais j'ai eu des équipes qui ont résisté de faire du coaching. Par exemple, vous arrivez, le dirigeant est tout à fait motivé et puis vous sentez quand même que la moitié de l'équipe résiste totalement au coaching. Donc, silencieuse. Donc, on est dans la résistance silencieuse. Donc, je me rappelle qu'à un moment, je me suis dit, mais est-ce que, en fait, vous avez envie de travailler avec moi et de regarder des sujets? Donc, il y avait une personne très courageuse qui a dit, pas sûr, parce qu'on a déjà vu 3 coachs. Ça n'a rien donné. On perd notre temps. C'est toujours les mêmes exercices qu'on propose. J'espère que vous n'allez pas nous proposer ni la peinture, ni le dessin, ni les post-it. Donc, je sais pas. Montrez-nous ce que vous savez faire et puis voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie des moments pas très agréables à vivre. Surtout si tu avais prévu des post-it ou de la peinture. Absolument. Donc, ils font quand même partie de mon côté artistique, donc de temps en temps. Et là, je me suis dit, c'est juste. Ils ont raison de résister. C'est juste. Ils ont vu des coachs, ça n'a rien donné. Ils ont une nouvelle coach qui dit avec moi tout va être différent, vous allez voir. Et en fait, j'ai changé. Ton dispositif? Oui, mon dispositif que j'ai jamais très détaillé, mais quand même mes grandes idées. Donc en regardant le dirigeant qui tournait un peu les yeux, style voilà ce que je vous ai dit, c'est compliqué. J'ai changé en disant bon, je comprends tout ça. Maintenant, on va regarder en détail ce qui fait que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que les coachs ont proposé qui vous n'a pas parlé? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que vous avez pas dit? Qu'est-ce que le coach aurait pu faire? Donc, on est rentré dans ce que j'appelais l'inefficacité de l'accompagnement de leur côté. Et quand ça s'était proposé, en fait, quand c'est autorisé à exister, ils ont dit, OK, ça c'est génial. Ça, on n'a encore jamais fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout vous dire? Je dis, mais vous pouvez tout me dire. Surtout, vous allez me demander ce que vous voulez. Et avec ça, ça a duré une matinée. J'avoue que le dirigeant était un peu paniqué parce qu'il se disait, elle va renforcer la résistance. En fait, ce que pensent les dirigeants à ce moment-là, c'est que non, mais tout m'échappe. Elle renforce les résistances parce que nous croyons en donnant de l'importance à la résistance, elle va être renforcée. Non. C'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. C'est quand nous disons, mais non, je veux pas entendre ça, je vais vous proposer quelque chose d'intéressant, que nous la renforçons. Donc, c'était un super exemple. J'ai fait 3 jours d'intervention sur plusieurs mois. C'est une équipe qui a vraiment trouvé en elle l'élan d'avancer. Ils m'ont dit, bon, écoutez, après la 2e journée d'intervention, comme on avait dit Sabine, nous, on n'a plus besoin de vous. Donc, on va faire maintenant tout seul, mais nous nous engageons, si on revoit une petite problématique, on vous appelle. Ils m'ont appelé 6 mois plus tard pour une demi-journée. Donc, ça montre que ça donne de l'autonomie, ça montre que la résistance est super quand elle est exprimée. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué quand elle est pernicieuse, silencieuse, floue. Et là, voilà des exemples de résistance qui me semblent justes. Je pense que personne fait juste par plaisir le jeu de la résistance. Dans le 2e exemple, en fait, ce que tu as proposé, c'est un post-mortem, c'est analyser la boîte noire des échecs des coachs précédents, ce qui permettait sans doute de créer l'alliance et aussi d'identifier ce qu'il fallait pas refaire et proposer une alternative. Est-ce que tu penses que c'est ce qui s'est joué, le fait de renforcer l'alliance et la confiance en décortiquant ce qui n'a pas été efficace précédemment? Alors, c'est certainement une manière de créer l'alliance parce que c'est à moi de les rejoindre dans leur monde avant de les retirer dans mon monde.
d'un point de vue systémique, ce que ça a dévoilé, c'est leur frustration de pas être entendus. Et donc, le fait que moi, je les entends a permis aux dirigeants de voir que, effectivement, écouter ces équipes autrement était important. Donc, ça avait l'effet modélisant. La confiance, parce que je me suis mis dans l'eau, en disant oui, effectivement, probablement, moi, j'avance sur les mêmes idées que mes collègues. Mettez-moi dans le lot jusqu'à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Alors, ils ont dit oui, mais vous, c'est un peu différent. Je dis ouais, mais mettez-moi dedans. Donc, comme ça, on va traiter tout ça ensemble. Ce qui fait ne pas faire des clans. Donc, ce qui a aidé pour l'Alliance. Et c'est vrai que, alors, moi, j'aime pas le mot post-mortem. Par contre, dans un autre podcast, je vais parler du passé désiré. Et là, mon idée, c'est créer du passé désiré. C'est-à-dire comment on revoit son passé des coachs négativement comme un passé désiré qui a permis que moi j'arrive, que ça soit regardé et en fait que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est intéressant qu'ils ont refusé 3 coachs ou en tout cas qu'ils ont une opinion aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart du temps quand j'interviens, j'ai des équipes qui me disent on a déjà eu des coachs. Donc ça monte la pression, s'accentuer parce que beaucoup d'équipes ont fait finalement de coaching. Et de créer un passé qui a de la valeur. C'est-à-dire d'avoir refusé à d'autres coachs de faire ceci, cela était juste. D'avoir challengé d'autres coachs avant, c'était intéressant. Et aujourd'hui, ça leur permet de dire, bah oui, mais maintenant on veut travailler avec quelqu'un qui nous entend. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de neutraliser le langage, de pas être trop dans l'échec, trop dans la résistance, trop dans ceci, cela, mais de dire, voilà un mouvement qui veut s'exprimer. Comment moi, coach, je peux le permettre, mais en étant touché par ce qu'il arrive. C'est-à-dire ne pas observer eux et les coachs qui m'ont précédé, mais moi dedans. Donc régulièrement, je dis, dans tout ce que vous m'avez dit là, qu'est-ce que moi j'ai déjà fait jusqu'à maintenant? Ah oui, vous avez posé une question dite puissante. Je dis ça. Ah bon? Oui, c'est laquelle? On se rappelle pas, mais les autres coachs, ils ont toujours dit, voyez, il y a des questions puissantes. Moi, j'ai éclaté parce que ce qu'ils disaient principalement, ces membres de cette équipe-là, ce qu'ils ne supportaient plus, c'est le langage du coaching. C'est nos mots, c'est la puissance, c'est la posture. Tous ces mots, en fait, pour eux étaient « mais c'est artificiel ». Et je ne peux que les rejoindre parce que notre grande difficulté par moment, c'est trouver un langage simple qui ne crée pas la résistance parce que c'est soit sophistiqué, soit particulier, j'en ai déjà parlé. Mais là, ils ont dit, nous, vous voulez qu'on nous parle simplement, qu'on nous laisse dire ce qu'on avait à dire et pas le mettre dans des configurations et des mots, des concepts qu'on comprenait pas. Et quand on dit on comprend pas ce que vous dites, on a eu 3/4 d'heure d'explication d'un concept. Donc, je trouvais en plus qu'ils avaient raison. Donc, je trouvais vraiment que cette équipe avait raison. Donc, pour moi, c'est encore plus facile de faire l'alliance. Et on a fait, OK, vous avez votre code de langage, moi j'ai le mien. À chaque fois, il y a un mot de langage codé, on fait un signe. Donc, c'était vraiment génial parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur monde, il y avait vraiment beaucoup de langage codé. Donc, moi, je disais en permanence, je comprends pas. On a appelé ce mode d'interaction Pokémon. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un mot que quelqu'un comprenait pas, on faisait Pokémon. Pas dans l'idée qu'est-ce que vous voulez dire, mais les abréviations, puissance, il y en a tellement dans notre vocabulaire. Et en fait, du coup, c'est devenu un très bon accompagnant. Et vraiment, ils avaient raison. C'est pour ça, dans la résistance, parfois, vraiment se cache un bijou. Si on voit le bijou et on le renvoie à un client, une équipe, mais ça donne une complète autre dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que tu sembles pas avoir été désarçonné et déstabilisé par leurs réactions. Mais quel conseil tu pourrais donner à des professionnels de l'accompagnement, justement, pour être dans une posture d'accueil des résistances, dans un coaching d'équipe ou d'orga? Parce que c'est pas si évident, quand même. Non. Faut avoir un peu d'humilité, un peu de self-control pour réguler ce qui se passe intérieurement et continuer l'accompagnement. Je pense que c'est beaucoup d'expérience, d'accompagnement du collectif, oui, d'apprentissage sur je suis pas totalement stressé, ce qui vient d'être dit. Dans mon passé d'accompagnement dans le franco-allemand, comme j'avais déjà dit, j'ai entendu tellement de choses qui m'ont beaucoup plus déstabilisé que ce genre de remarques entre vous êtes la 3e coach qui passe, on n'a pas envie, ou vous êtes encore comme les Allemands qui veulent nous envahir. C'est vrai que mon registre de ce que je peux entendre est assez étendu. Donc c'est vrai, ça me perturbe pas. Mais aussi parce que je suis absolument convaincue
que si on fait un séminaire ou un accompagnement de coaching qui se déroule comme nous l'avons prévu, alors nous n'avons pas fait de coaching. Donc, le coaching vit de l'inattendu, vit des moments où le client exprime quelque chose, même qui nous plaît pas, qui nous met en risque, qui nous dérange, qui nous ébranle même de temps en temps à l'intérieur. Et nous devons, par la pratique, la supervision, la réflexion, apprendre à l'accueillir en disant « voyons voir ce que ça donne ». C'est vrai que c'est pas « youpi », ils me disent « vous êtes le 3e ou 4e coach qui passe ». Mais quand j'entends ça, en fait, je pars sur le principe, c'est pas contre moi. C'est quelque chose qu'ils veulent exprimer dans la dynamique collective qui doit être entendu. Donc, je peux inviter que tous les dirigeants et les coachs à être émerveillés quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce qui est totalement contre-intuitif par rapport au plan que nous avons, les réunions que nous avons, les agendas que nous avons. Mais l'idée, c'est la résistance sera toujours là où on l'attend pas. Même si on me dit « ouais, mais je connais les gens résistants ». Mais elle s'exprimera toujours d'une manière inattendue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu comme philosophie, parfois on m'a demandé de faire un projet pilote. Quand j'ai accompagné plusieurs équipes, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais j'ai refusé de faire des projets pilotes qu'avec des gens positifs et engagés. Il est vraiment important très tôt de rentrer, d'engager, de discuter, de créer des alliances avec des résistants, parce qu'un résistant qui change, il vous donne 15 de plus. Stratégiquement parlant, c'est vraiment intéressant de s'intéresser à la résistance positivement. C'est un champ, à mon avis, pas assez investi pour la richesse que ça peut être. En tout cas, moi, j'adore. Il y a une partie de moi qui aime pas, qui là, quand même, j'avais prévu ça, enfin, il me dit ça à moi. Il y a quand même de la charge émotionnelle, mais fondamentalement, avec mes clients, quand c'est dit, moi, je suis content parce que je sais que je peux avancer avec eux. Quelle pratique tu recommandes peut-être aux professionnels de l'accompagnement ou aux leaders en entreprise pour muscler leur capacité à l'accueillir, cette résistance, et pas essayer de la contourner ou de la combattre? Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent aider à être dans cette, j'ai envie de dire, zénitude et à l'accueillir pleinement, cette résistance ou ces résistances? Je pense qu'une chose qui peut être très simple, c'est sur une semaine, commencer à noter tous les moments dits de résistance pour dire que ça n'a pas empêché d'avancer. Donc c'est relativisé, c'est-à-dire je peux pendant une semaine me noter mon fils a résisté à ma proposition de continuer ses études, mon père a résisté contre l'invitation de faire un jeu, un client a résisté contre la proposition de décaler une séance. En fait, quand on le fait dans cet esprit-là, on voit qu'on pourrait dire toute la vie est résistance, parce qu'on se rend compte que rarement les choses vont vraiment comme on les imagine. Donc, ça relativise. Et on voit qu'on avance quand même, enfin que j'avance quand même, que nous pouvons avancer. Et ça montre que si on se détend par rapport à ces plans, les résistances juste en font partie et on peut continuer. Donc ça, moi j'ai souvent conseillé, mais j'ai souvent aussi conseillé de apprécier, donc donner un mot d'appréciation à une résistance rencontrée. Avec j'aime bien ce que vous me dites, c'est pas exactement ce que j'espérais, mais je suis content que vous l'avez exprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, parfois, il suffit ça. C'est donc donner de l'importance par un mot ou deux. Et puis, troisième élément, je pense que moins on a des résistances en soi contre soi, moins on trouvera à l'extérieur. Mais si moi, à l'intérieur de moi, je me vois résister contre une pensée que j'ai, ça se renforce. Et quand je vais à l'extérieur, j'ai l'impression que tout le monde renforce cette pensée que j'ai en moi, à laquelle je résiste. Donc c'est totalement inefficace d'un point de vue énergétique. Et si je reviens à la signature énergétique dont on a parlé la dernière fois, c'est vraiment intéressant quelle signature je veux laisser, parce que la signature de la résistance, dans la partie, on va dire, dite négative, elle n'est pas intéressante. La signature positive, c'est comment j'embrasse une résistance, comment je fais avec. Mais un dirigeant qui a la signature énergétique, il résiste contre tout, c'est pas intéressant. Il donne ni du désir, ni de l'élan, mais il va en fait provoquer de la contre-résistance. Donc c'est un travail sur soi et lister ces résistances que nous avons tous en nous. Est-ce qu'il y a des théories qui te semblent intéressantes à étudier, à explorer pour mieux comprendre le phénomène des résistances? En fait, je sais pas s'il y a une
une théorie qui résume un peu la pensée autour de la résistance, ça je sais pas, mais il y a certainement des théories de la neuroscience qui nous expliquent ce qui se passe affectivement et émotionnellement dans les moments de résistance. Il y a certainement, comme souvent, la physique qui nous explique comment la physique, en fait, voit la résistance. Par exemple, la physique mécanique connaît la résistance, la physique quantique ne connaît pas la résistance. Donc, il y a aussi des environnements où on peut s'imaginer sans résistance. Il y a surtout ce que je trouve intéressant, des théories ou plutôt des approches corporelles qui peuvent nous aider avec les résistances. Parce que ce que j'aime avec les Feldenkrais ou fascia ou autres, mais ce qui est intéressant avec la partie corporelle, c'est en fait travailler avec nos clients nous-mêmes ou avec d'autres personnes autour de comment la résistance mentale, parce qu'elle est au début mentale, elle s'exprime où dans le corps. Et de là, comment on peut la transformer, en fait, rend la résistance plus acceptable, accessible, transformatrice. C'est-à-dire, une fois que je dis je résiste contre Jonathan, qui me dit je veux plus aller en université, si je dis elle se place dans mon corps plutôt diaphragme, en fait, elle devient vraiment accessible. Et de là, dire qu'est-ce que je fais, comment je peux la détendre, comment je peux la déplacer dans mon corps, en fait, donne une capacité de changement de résistance, de après 2, 3, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, je vois ma façon de voir ce qu'il me dit Jonathan complètement autrement. Donc les approches corporelles, je les trouve très intéressantes, j'ai failli dire puissantes dans le langage, parce que ça rend l'idée mentale accessible corporellement et automatiquement nous gagnons du temps. Et c'est vrai, en le disant, je me rappelle dans cet exercice ou cet exemple avec l'équipe qui m'a dit vous êtes la 4e coach. En fait, j'ai essayé de voir où est-ce que ça se place dans mon corps et en étant plus sûr, mais comment je peux détendre cette zone-là. En fait, ça m'a facilité être en lien avec ce qu'il disait. Si je reste bloqué mentalo-émotionnel, c'est vrai, c'est compliqué à créer l'alliance. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de théories autour de ça, mais je suis persuadée qu'elles se trouvent dans n'importe quelle approche un peu. Et ça sera intéressant de faire une synthèse pour voir si ces théories-là vont vers le positif, le constructif, ou par la résistance, c'est vécu comme étant négatif. Ça, je sais pas. Moi, j'ai pensé au triangle dramatique de Karpman, qui peut être aussi un élément intéressant pour éviter de tomber dans l'un des rôles, quoi. Oui, et on dit d'ailleurs, dans ce triangle-là, la victime résiste. À force que la victime résiste, le sauveur résiste. Donc, en fait, je trouve c'est intéressant dans cette triangle-là aussi, c'est que ça devient vraiment un cercle néfaste, parce que plus nous résistons, plus l'autre résiste, plus quelqu'un va imposer sa loi. Et quand quelqu'un impose sa loi, c'est rarement valorisé pour tout le monde, parfois c'est nécessaire, mais ça veut dire on met les résistances en silence. Donc, on les place ailleurs. Ils vont se mettre dans des niches, dans les poches, dans les petites discussions autour d'un café, à la machine à café, mais elles vont moins être visibles. Donc oui, la victime, c'est vrai, résiste, soi-disant, à chaque proposition d'aide. Et c'est vrai que ça existe. Et c'est vrai que c'est pas facile du tout. Et après, c'est la question, une résistance, ça va, 2 résistances, ça va, mais 6, 7, 8, 9 séances de résistance, c'est vrai que moi aussi, je perds ma patience. Et moi aussi, je vais commencer à dire, là, ça va. Parce que, en fait, la personne qui résiste à tout va engendrer, en tout cas en moi, une forme d'agressivité. Non plus d'empathie, d'amour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sais que je suis pas sur la bonne route. Mais ça m'arrive quand même. Et qu'il faut appeler dans ce cas-là son superviseur très vite. Très vite. ou un ami à qui on peut dire, là, vraiment, je peux plus. Parce que ça engendre de l'agressivité. Et ça nous met face à notre propre agressivité non encore gérée. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est appeler son superviseur, essayer de trouver une manière. Et parfois, moi j'ai conseillé et moi j'ai fait de continuer à faire les 2 séances qui restent et c'est tout. Parfois, on peut pas faire plus parce que fondamentalement, si on veut encore en sortir de ça, on résiste contre l'incapacité de quelqu'un qui peut pas faire plus. Donc, on est appelé à travailler notre regard d'amour à ce moment. Est-ce que tu aurais des petits exercices à proposer aux auditrices et aux auditeurs qui soient coachs ou qui soient leaders dans leur organisation pour challenger leur capacité à accueillir les résistances?
Alors, il y a un exercice que j'ai déjà donné tout à l'heure, qui est noter toutes les résistances qui nous sont proposées généreusement par la vie pendant une semaine, un mois, pour voir que ça en fait partie de la vie et de baisser l'importance d'une résistance. Peut-être aussi de travailler ça en coaching ou en supervision pour donner du sens à ce qui se passe en soi, quoi. Oui, et c'est vrai que si nous pouvons avoir la possibilité de faire un travail, une réflexion, une exploration de ce que c'est les résistances que je vis, que je vois, en supervision collective ou même avec votre supervision individuelle, ça aide, ça relativise et surtout ça sort de la solitude parce que nous sommes tous confrontés à ça. Donc ça, évidemment, c'est très pertinent et nous pouvons avancer plus vite. Un deuxième exercice est plutôt corporel, c'est par imaginaire ou en réalité, s'imaginer soi-même avec une résistance que nous rencontrons et symboliser cette résistance comme un mur réel ou imaginaire et s'approcher du mur pour voir jusqu'à où je vais pour rencontrer cette résistance ou pas, je touche le mur ou pas, qu'est-ce que ça fait que je touche ma résistance ou pas, et on peut le faire dans la tête par imaginaire ou en réel, pour voir est-ce que je veux pousser le mur de mon appartement tellement je suis contre les résistances, ou est-ce que je mets 2 mètres à côté et puis je passe de l'autre côté du mur. Donc je trouve que symboliquement, quand vous pouvez le faire avec des murs, des fenêtres, des pierres, je trouve que c'est très intéressant parce que ça le rend physique et corporel. Donc ça, c'est un exercice que j'aime vraiment faire même avec mes clients qui est, ok, vous résistez à cette nouvelle-là, vous résistez à ce non-engagement de votre employé, venez, on va voir ce que nous dit le mur, dans le sens, vous pouvez pousser comme vous voulez, le mur va pas s'y coller, mais vous allez perdre votre énergie. Et la plupart du temps, les clients, même ici dans l'appartement, ils disent, ouais, mais je pourrais peut-être aller de l'autre côté. Je dis, ok, on verra ce que ça donne. Donc ça, je trouve, c'est un super exercice que nous pouvons faire souvent quand nous rencontrons une résistance. Et puis, troisième élément, c'est faire une sorte de cartographie corporelle de ses propres résistances. C'est-à-dire, on peut appeler ça une forme de scan corporel ou bodygram corporel, qui est j'identifie en moi les 5 top résistances de l'année, du mois, du jour, et je les attribue aux organes d'un corps, en fait. Quelle est la résistance au cœur? Quelle est la résistance dans les poumons? Quelle est la résistance dans les mains? Donc, en fait, rendre ça visible et juste savourer. Et peut-être, parfois, je le fais avec un dessin, je le vois, et puis je fais un deuxième dessin qui dit, et si les résistances auraient bougé, ils auraient bougé par où? Et en fait, rien que de faire ça, on est plus léger après. Donc, les exercices que je propose avec les résistances, la plupart du temps, ne sont pas mentales, sont autre chose. Parce que si je commence à argumenter autour de ma résistance, du pour et du contre, en fait, ça va nulle part. Moi, j'aime bien les portes, les murs, les pierres pour la partie physique et dessiner, comme disait cette équipe-là, nous faites pas faire encore un dessin, mais parfois ça aide. Et vraiment trouver, se poser la question, cette résistance-là, si je prends la mienne avec Jonathan à titre d'exemple, je la mets où en fait? Elle est dans les poumons, elle est dans les bras, dans le cœur, est-ce qu'elle est dans le cerveau? C'est vraiment intéressant parce que rien de faire ça en fait, on dit, ouais, mais en fait, j'étais là en disant, ouais, mais en fait, il a peut-être raison. Donc, s'en occuper. Trouver des exercices pour vous en occuper de vos résistances, pas pour les changer, pour les aimer, pour les embrasser, comme je disais, pour les regarder avec intérêt. Ce que j'entends aussi, c'est ton invitation à être curieux des résistances, à les questionner, à s'intéresser à elles, au fond. Oui, au fond, à ce qu'elles veulent vraiment nous dire. Il y a toujours un message précieux à l'intérieur d'une résistance qui n'arrive pas à s'exprimer autrement que par la résistance. Donc c'est important d'être ami avec sa résistance. Et oui, c'est être curieux, explorer, investiguer, comme visiter un pays. Alors à présent, Sabine, je te propose d'évoquer des œuvres d'art qui illustrent la thématique d'embrasser les résistances. Alors écoutons un premier extrait musical qui t'a inspiré par rapport à cette thématique.
Alors, il s'agit de Va Pensiero, le cœur des esclaves, de Nabucco, de Giuseppe Verdi. Ça a été créé en 1842, justement, à la Scala de Milan, et c'est le 3e opéra de Verdi, mais celui-ci, il l'a véritablement fait connaître. Le chœur Va Pensiero, souvent surnommé le chœur des esclaves, est chanté par les Hébreux en exil à Babylone. Cet air, il incarne un moment de nostalgie et d'élévation collective, mêlant douleur et dignité. Et d'ailleurs, Nana Mouskouri l'a interprété dans différentes langues dans les années 80 et l'a popularisé énormément, cet opéra. J'ai vérifié, ça a été chanté en allemand sous l'appellation Lied der Freiheit. Oui, c'est ça. Tu connaissais Si, je connais Nana Mouskouri. Je me rappelle pas qu'elle a chanté. Je vais l'écouter après notre enregistrement. Mais ce que je sais, qu'en Allemagne, c'est connu en traduisant, le chanson de la liberté. Pourquoi j'ai choisi ce morceau? C'est non seulement un des meilleurs chœurs de tout le répertoire d'opéra. Je l'ai vu plusieurs fois à Paris, je l'ai vu à Vérone, je l'ai vu à Hambourg. En fait, ce qui est remarquable déjà, c'est que c'est le seul morceau d'opéra qui est chanté 2 fois. Donc normalement, c'est chanté, il y a applaudissements et c'est rechanté. Tellement c'est important, tellement ça incarne l'âme de la liberté, comme tu disais, de la souffrance, de la terre, de tout un tas de choses. Mais c'est aussi une forme de résistance à ce qui nous arrive, à nous rappeler d'où on vient, où on veut repartir, à résister à ce qui nous arrive. Et c'est mis en musique, c'est donc pas la résistance en soi, c'est pas je résiste contre, mais tout le collectif est uni pour chanter la mélodie de la liberté, pour inviter à écouter ce qui est en jeu. Et pour moi, ça donne exactement l'idée que j'ai de la résistance. C'est-à-dire, c'est à investiguer, c'est beau, c'est à écouter, ça a un son, ça a un sens. On l'écoute 2 fois plutôt qu'une seule fois. C'est exprimé via mon amour pour l'opéra, ce que je peux parfois appeler la grande résistance, qui est vraiment un œuvre de résistance, un cœur de résistance, et qui donne à voir la beauté de la résistance et pas que la partie que nous n'aimons pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec d'autres mots. Il y a une forme de beauté dans la résistance si on s'y intéresse. Et là, nous pouvons la voir via le chant. Oui, dans ce morceau, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une résistance dans la dignité et pas nécessairement dans la lutte, quoi. C'est un chant de liberté, pas forcément un chant de combat. Oui. C'est pas un chant guerrier. Non, c'est pas un chant guerrier. On n'est pas dans la violence. On est dans une sorte de cri de l'âme, d'appel, de dignité, de liberté là où nous sommes, qui invite un regard différent et qui en même temps exprime une résistance à là où je suis, à là où je subis, à là où je souffre. C'est exprimé en même temps, mais c'est vrai que c'est tout simplement merveilleusement mis en scène. D'ailleurs, je pense que c'est l'opéra qui a été écrit pour une certaine catégorie de personnes, mais en fait, ils sont pas venus. Ils ont envoyé leurs bonnes, ils ont envoyé le personnel de la maison parce que, soi-disant, ça conteste, ça résiste, ça met en œuvre quelque chose qui est pas acceptable. Eh bien, tout ça, même j'ai les frissons d'en parler, tout ça joue. Donc, en fait, nous résistons à ce que veut être exprimé. Donc, nous envoyons d'autres gens. Ce personnel, en revanche, est totalement pris par la puissance du cœur. Et donc, finalement, tout le monde vient voir. Et finalement, Verdi a passé son message. En fait, en faisant ça, ils espéraient que ça détruise complètement le succès. En réalité, ça l'a favorisé terriblement. Voilà, donc ça montre bien la résistance un peu pernicieuse d'une forme de bourgeoisie en essayant de tuer une œuvre, mais finalement, non, c'est le contraire. Donc les résistances sont fascinantes en fait. On peut voir tellement de choses, en tout cas moi j'adore le regarder comme ça. C'est un exercice, c'est une pratique, c'est regarder la vie qui se déroule chaque jour avec ce regard curieux de et si c'était que des résistances en fait qui me démontrent leur potentiel, leur étincelle, leur capacité à influencer. Alors tout à l'heure dans la présentation de l'œuvre, je l'expliquais, c'est que c'est plutôt un air évidemment qui est symbole de liberté, mais qui est aussi empreint de beaucoup de nostalgie. Est-ce que tu considères que la nostalgie, ça peut être un levier pour les transformations ? Alors la nostalgie, je ne pense pas que c'est un levier, mais je reviens sur le passé désiré dont nous allons discuter bientôt à un moment. Je pense que la nostalgie nous bloque dans une forme de regret, dans une forme de « ah, c'était mieux qu'avant ».
c'est une nostalgie d'ailleurs, une nostalgie mais qui n'existe plus non plus. Et en fait, ne donne pas la force d'avancer. Donc, pour moi, la nostalgie pure, elle fait que nous stagnons. Si nous retrouvons là-dedans une étincelle de mouvement, elle peut nous redonner un élan en ayant du respect pour le passé, en ayant aimé le passé qui s'est déroulé, d'où le passé désiré, et en se disant oui, ce passé-là était désirable parce que nous l'avons vécu. Donc la nostalgie va pas jusqu'à là. Donc elle s'arrête un peu avant dans une forme de constat nostalgique tel que je le comprends. Je préfère trouver une manière d'un passé qui nous inspire vers quelque chose. Alors, passons à la deuxième œuvre étant Antigone de Jean Anouilh, sortie en 1944. Écrite et mise en scène en pleine Seconde Guerre mondiale, Antigone incarne la résistance intime, silencieuse, presque absurde face à l'ordre établi. Évidemment, c'était une pièce qui a été jouée en 44, alors que la France était encore sous l'occupation, et ça résonne comme un cri éthique. Le fils d'Antigone meurt, et Créon, le roi, décide de ne pas enterrer les morts, notamment s'ils sont coupables de lutte contre l'autorité. Sauf que elle, en tant que mère, elle décide d'enterrer son fils, sachant d'emblée qu'elle va être condamnée à la mort. Et elle préfère ça en étant fidèle à sa dignité de mère et de femme, plutôt que respecter une loi. Tu connaissais cette œuvre ? Je connaissais cette œuvre-là, mais pas dans les détails. Donc je le redécouvre grâce à ton partage. Et pourquoi ça nous a inspirés tous les deux pour le mettre dans cet épisode-là? Parce qu'effectivement, on est avec Antigone dans le thème de la résistance. Et dans le thème de la résistance, tel que je le disais très tôt dans ce podcast, il y a de la résistance positive, la résistance digne et éthique nécessaire. Et il y a toujours quelque part des personnes qui nous rappellent qu'il y a une forme de résistance nécessaire contre l'autorité, contre l'injustice, contre en fait des fléaux de l'humanité. Et c'est mis en situation par Antigone. Donc il y a plusieurs leviers en fait de résistance. Il y a la résistance autant que thème, la résistance d'Antigone en disant ah non, moi je vais quand même enterrer mon fils, sachant que du coup elle se met en danger, qui est à nouveau une résistance à l'autorité. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est une sorte de cercle de résistance. Et encore une fois, un roi qui dit on va pas enterrer les morts, il est en résistance contre un principe de vie, mais qui va engendrer des actes contre. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre-là, et ça c'est une vraie question que nous n'avons pas abordée, dans ce que j'appelle vraiment la résistance de dignité positive contre des problèmes d'autorité, jusqu'à où je suis prêt à aller, jusqu'à où je me bats pour les idéaux, je montre ce qui est faisable, je risque ma vie. Il y avait des résistants dans le régime allemand qui sont allés jusqu'à mourir pour essayer de créer des attentats. Oui. Johann Hessler, par exemple, ouais, qui a passé 5 ans en camp de concentration, parce qu'il a tenté en 1939 de tuer Hitler, et la bombe, elle a explosé 13 minutes trop tard. Mais il y a eu des résistants. Il y a des résistants, il y a les Geschwister-Scholl qui ont résisté avec autre chose. Il y a Antigone qui résiste et en Chine, on avait des gens qui résistaient sur la grande place. Le fameux homme avec les 2 sacs plastiques devant un char qui l'arrête, et le char s'arrête. Il pourrait écraser facilement le résistant, mais il peut pas le faire parce qu'il sait que c'est aux yeux de toutes les télés du monde. Ouais. Donc tu vois, il y a bien une autre forme de résistance qui dépasse celle que nous avons discutée pour le coaching, pour les dirigeants. Il y a une forme de résistance qui se manifeste quand l'humanité ou des grands enjeux sont en jeu. Mais c'est comme peut-être le climat, c'est comme la crise aux États-Unis. Nous avons besoin de ces gens-là qui nous montrent une forme de résistance. Moi, très honnêtement, je suis toujours très admiratif parce que je ne sais pas si je suis capable d'aller jusqu'à là. Est-ce que je suis capable de vraiment sacrifier ma vie pour cette idée-là que je résiste à l'autorité? Je ne sais pas. Et je pense que c'est une question intime à se poser. Et des œuvres comme ça, y compris Nabucco, y compris d'autres personnages, en fait, nous mettent face à nous-mêmes en disant c'est quoi vos valeurs, vos idéaux et jusqu'à où vous êtes prêts à vous mettre en jeu. Et je pense que c'est une bonne question à poser aux coachs, y compris aux dirigeants.
C'est qu'est-ce qui vous anime tellement qui fait que vous allez vous battre pour ça. Ces questions-là sont les questions de éthique de coaching, c'est des éthiques des dirigeants. Et je pense que c'est une thématique très importante qui pourrait d'ailleurs être revisitée encore et encore parce que Antigone nous le rappelle. Oui, c'est qu'est-ce qui est non négociable en fait. Oui. Qu'est-ce qui est vraiment non négociable? Et qu'est-ce que je fais quand le non négociable est touché? Ça questionne en fait. Et alors pour toi, Sabine, quelle est ton Antigone intérieure, celle qui dit non coûte que coûte? Et comment tu dialogues avec elle dans ta posture de coach ou de superviseur? Et à quel moment éventuellement tu la rencontres, cette Antigone intérieure? Alors j'aime bien cette formule d'Antigone intérieure et je peux donner quelques exemples réels. J'ai refusé un coaching d'accompagnement pour une personne qui m'a été présentée comme étant souvent violent auprès des femmes, en disant il faut quand même qu'on l'aide parce qu'il est important dans l'entreprise. Et en fait, c'est compliqué pour moi parce que j'ai d'un seul côté mon serment d'avocat qui dit tout le monde a le droit d'un avocat et d'avoir le droit d'être accompagné. Et éthiquement, autant que femme concernée, un rejet intérieur d'accompagner ce genre de personnage. Donc là, la limite, la Antigonée intérieure a dit non, tu seras pas la bonne coach parce que trop jugeante, trop affirmée, trop même préconfigurée. J'ai refusé. J'imagine que tu l'as travaillé en supervision. Je l'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5 fois en supervision et c'est toujours très vivant parce que je trouve que c'est vraiment pas évident et ce qui a permis que on m'a proposé un autre coaching à un autre moment de quelqu'un qui a été tagué harcèlement. Mais dont on n'était pas si sûr que ça. Et donc, on m'a dit, là, j'aimerais bien, parce qu'en fait, il était dévasté, cet homme-là, par ces rumeurs-là, et l'audit. Et là, j'ai accepté. C'est vrai que je suis allée très clairement avec mon client en disant, je ne sais pas si je suis la bonne personne à vous accompagner. Il se peut qu'à un moment, je ne vais pas être de votre côté, donc on verra ce qu'on peut en faire. Mais si je sens que je peux pas vous accompagner, je vous le dirai. Et il a accepté, et puis ça s'est très bien passé. Mais j'ai souvent utilisé moi-même comme exemple de miroir émotionnel et mental quand il parlait. Donc ça a bien fonctionné. Mais là, il y avait une enquête intérieure pour vérifier s'il était l'auteur ou pas du harcèlement. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle avait révélé, cette enquête? Elle a révélé qu'il y avait des remarques misogynes, mais surtout racistes. Ah, quand même. Oui, mais c'était encore gérable. Je voyais la personne, enfin, c'est très compliqué de prendre une décision, il y a plein de facteurs, mais peut-être j'avais refusé un, donc je fais le deuxième. Je peux pas dire pourquoi et comment, mais en tout cas, j'ai fait, et c'était acceptable pour l'Antigonée intérieure. Il y a dans ma vie des choses où je sens qu'il y a des barrières, c'est d'une manière ou d'une autre que quand on touche aux enfants, d'une manière ou d'une autre, par violence, par cri, par remarques désobligeantes, par tout ça, humiliation. Je sais que la frontière est touchée et la plupart du temps, je dis quelque chose. Que ce soit dans le métro ou que ce soit ailleurs, mais en tout cas, je sais que je peux pas me taire complètement. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres formes d'Antigonée intérieure. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai plutôt intérêt à les faire revivre parce que j'ai une grande capacité à renégocier et à me trouver des raisons, le pourquoi je fais quand même. Et en fait, parfois, c'est juste le cri d'Antigonée à l'intérieur de moi qui dit juste dis stop, ne le fais pas. Donc moi, j'ai presque plus intérêt à la faire revivre pour arrêter la suradaptation sur beaucoup de choses. Mais c'est des évolutions. Mais c'est une vraie bonne question et un dirigeant doit aussi connaître ses lignes rouges. Hier soir, j'ai discuté avec un dirigeant et je lui ai d'ailleurs demandé c'est quoi tes lignes rouges. Il a dit une seule chose, c'est le non-respect de mon leadership par des personnes XY. Et de là, il savait ce que ça voulait dire en disant si on me laisse pas faire ce que je suis venu faire maintenant, etc., je dirais ça sans moi. Donc sa ligne était super claire. Et quand une ligne est super claire, ça devient très attirant presque, parce que ça donne une sécurité psychologique. On n'est pas en train de négocier sur tout. Donc moi, j'ai été toujours en négociation sur tout. Donc au fur et à mesure, j'ai appris à faire plus d'Antigonée. Mais je devrais peut-être écouter Nabucco. Ça va m'aider pour le réaffirmer. Ou Nana Mouskouri. Ou Nana Mouskouri. Guide des frères Wright. Merci en tout cas, Sabine. Je propose qu'on en reste là pour cet épisode. À très bientôt. Oui, à très bientôt, David. Merci beaucoup. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy & Business autour de cette série de podcasts. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour les personnes qui sont dans la difficulté à transitionner ou à trouver des solutions ou qui résistent.
parce que la résistance, ça fait partie des mécanismes de défense qu'on peut mettre en place quand on n'est pas forcément à l'aise avec un sujet, parce que je pense que ça fait partie du processus pour que ça bouge. Et ça me fait penser à accepter sa vulnérabilité. À partir du moment où j'accepte déjà de reconnaître mes résistances, de les embrasser, c'est une forme d'acceptation, je me considère comme vulnérable et j'accepte cette vulnérabilité. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, et j'en reviens à la sociologie des organisations, que quelqu'un qui ne vous suit pas ou qui ne suit pas, si on part du principe qu'il est intelligent, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas vous suivre. Alors pourquoi on appelle ça de la résistance? Parce que c'est une excuse. C'est un mot assez négatif, on va sous-entendre que la personne est un peu stupide ou qu'elle n'a pas bien compris, etc. C'est quand même assez limite comme pensée. Non, les gens sont intelligents, s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Ouais, embrasser, j'aurais pas dit ça comme ça, mais embrasser la résistance, en tout cas ne pas la rejeter comme étant quelque chose de négatif et venant de la personne qui résiste. Et alors pourquoi il est important de ne pas essayer de combattre la résistance, mais plutôt de l'accueillir, ou alors comme dans une de ces citations, ou alors de la traverser. Attends, je vais la refaire la question. Oui, s'il te plaît. C'est pas mal ça. Ah, c'est une question que tu as dû travailler beaucoup. Tellement de mots là-dedans. Moi, je vais faire... Faisons simple. Simple. Je t'en ai bien sorti, parce que la question était quand même pas simple. Moi-même, en la relisant, je n'étais pas sûr. Et chanté par les Hébreux en exil à Babylone. Et c'est Rabbi... Oula, qu'est-ce que tu fais, David? Tu veux un verre d'eau? Ah la vache. On va le refaire. Oui. Ça doit être très intéressant ce que j'ai dit. Passionnant. À tous les auditeurs et auditrices, si vous voyez David en face de moi... Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.